Je suis confronté il y a des centaines de féministes associatives qui sont là et je me fais incendier. J'ai beaucoup réfléchi sur mes pratiques, je me suis rendu compte que je n'étais pas dans le vrai. Je pense que comme beaucoup de Français, je vous ai découvert avec les attentats de Mohamed Merah en 2012. Il s'est filmé devant une école juive avec une GoPro quand il a assassiné froidement 4 enfants en train de crier. C'est quelque chose de très à part de voir abattre des enfants. Voilà. Donc je dis toujours, je ne veux pas faire de hiérarchie dans l'horreur, mais c'est quand même quelque chose de tout à fait particulier et à part. Vous êtes aussi rentré dans le Bataclan, vous avez vu tous les corps. Je suis procureur depuis 36 ans, j'en ai vu des dizaines de scènes de crime, mais pour autant je ne suis pas habitué à ça, j'ai jamais vu de scène comme ça. Vous connaissez peut-être son visage, pas forcément son nom. La personne en face de moi, c'est François Molins, un magistrat qui a été longtemps procureur de la République dans des moments qui nous ont tous marqués, comme les attentats de Charlie Hebdo ou ceux du 13 novembre 2015, mais aussi notamment pendant la mort de Ziad Ebouna et pendant l'affaire Cahuzac. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Aujourd'hui, sa parole est plus libre parce qu'il a quitté la magistrature et c'est notamment pour ça que j'ai eu envie de discuter avec lui. Bonjour monsieur Molins. En fait, j'avais envie de savoir un peu comment, quand on est jeune, on se dit qu'on a envie de devenir magistrat. Je me demande si j'ai pas été une fois interviewé par Brut. Ah, mais c'était pas en live avec Rémi Buzine, C'est possible. qui est un reporter de terrain qui est assez connu. Procureur de la République, c'est un poste hyper important parce que c'est lui qui représente l'État dans les tribunaux judiciaires et les cours d'assises. Vous allez voir, il n'hésite pas à raconter ses échecs et admet que la justice est encore beaucoup trop lente sur certains sujets et qu'elle doit évoluer pour répondre aux changements de la société. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Voilà, c'est un peu comme à la radio Comme en je fait. suis un peu sourd, ça m'arrange. Ah bah voilà, parfait. Voilà. Vous me dites quand c'est bon les gars? On y va? Bonjour François Molins. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Vous sortez un livre, mémoire sur votre carrière. Il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées hyper intéressantes et sur lesquelles on va revenir. Vous avez fait vos débuts à Carcassonne, vous êtes substitut du procureur et dès votre premier jour, vous l'écrivez dans le livre, vous repartez avec un dossier criminel. Oui. C'est une affaire de viol. Oui. Comment elle vous a marqué cette affaire? Elle m'a marqué parce que c'est un automobiliste qui prend une autostoppeuse, qui va violer. Il essaie de persuader la cour que sa victime était consentante parce qu'en fait, elle n'a pas réagi. Et pour cause, elle n'a pas réagi. Elle était dans un état de sidération. C'est un état qu'on rencontre souvent chez les victimes de ce genre de crime. Et c'est un procès qui était pas facile parce que... Pour resituer, à l'époque, on était en 79. On était en 79, donc les affaires n'étaient pas on jugées... est 30 ans avant comme MeToo. Ouais. Il n'y a pas la même perception populaire d'un jury vis-à-vis de ce genre de choses. Et il y a un fort risque d'acquittement dans ce dossier. Et moi, c'est mon premier dossier criminel. Donc, je suis monté à l'audience avec la peur au ventre, un stress épouvantable, ça c'est certain. Mais... Et de la gravité, je suppose, puisque c'est des affaires qui sont toujours difficiles. Je suis arrivé à avoir une condamnation. Donc, j'avais demandé une condamnation, j'avais demandé 3 ans de prison. J'ai été suivi sur la condamnation et la Cour a décidé de prononcer une peine de 3 ans, dont 18 mois sursis, donc qui couvrait la détention provisoire, ce qui fait que ce monsieur a été condamné et a été relâché dans les jours qui ont suivi. Mais bon, l'essentiel était d'avoir la condamnation. En tant que procureur, vous avez vu naître le mouvement MeToo et vous dites que dans le livre, ça a été une séquence de remise en question de vos pratiques professionnelles. C'est pas MeToo qui... Oui, enfin, c'est plus compliqué que ça. Ma première remise en cause personnelle, moi, c'est sur les violences faites aux femmes au sein du couple, au printemps 2001, lorsque je me trouve dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, où je suis confronté il y a des centaines de féministes associatives qui sont là. Et en fait, je suis mandaté par le ministère de la Justice pour, au nom du parquet, parler de la médiation en matière pénale. Et je me fais incendier, véritablement. Et donc, du coup, j'ai beaucoup réfléchi sur mes pratiques. Je me suis rendu compte que je n'étais pas dans le vrai. Donc, j'ai complètement revisité les choses en arrivant à Bobigny. Qu'est-ce qu'elles vous ont reproché à cette époque-là? De faire de la médiation pénale. Effectivement, la médiation pénale, c'est pas bon en matière de violence parce que il y a dans les couples où il y a de la violence une situation d'emprise en réalité qui cantonne dans une situation de grande infériorité la victime des coups.
Donc, faire de la médiation sur une telle situation et avec un rapport d'inégalité, ça force complètement les choses. Et C'est une emprise physique et psychologique. Voilà. Donc, j'ai complètement revu ça en arrivant à Bobigny, où il y avait énormément de dossiers de ce type. On a revu complètement la politique pénale qu'on portait. J'ai interdit la médiation pénale au sein du parquet, mais interdit militairement. J'ai interdit à mes collègues d'en faire. Et puis, on a commencé à développer une culture de la protection, à faire mettre systématiquement en garde à vue les frappeurs. On a lancé le téléphone grand danger grâce à Ernestine René qui est venue nous voir. On a expérimenté ça tout seul, sans un sous-vaillant, uniquement avec l'aide de l'État. On a fait ça avec l'aide du département du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, c'est dans la loi. Ça, c'est la première remise en cause, avec une politique que j'ai poursuivie à Paris. Et la seconde, effectivement, c'est MeToo. Comme vous le disiez, j'ai commencé à réfléchir là-dessus. J'ai été interpellé par ce mouvement et je me suis dit, effectivement, c'est des mises en cause qui m'interpellent. Et donc, du coup, j'ai eu la volonté avec mes collègues de remettre à plat tout ce qu'on faisait au niveau du parquet de Paris pour rechercher dans les modalités de la politique pénale qu'on avait et dans le partenariat qu'on avait avec les enquêteurs, qu'est-ce qui posait problème et qu'est-ce qui méritait d'être arrangé. Par exemple, on a mis le doigt sur un exemple que je cite dans le livre, je crois. Une victime qui est violée, qui se présente à l'hôpital pour être vue par un médecin et avoir des prélèvements, avant qu'elle ait déposé plainte. Ouais. À l'époque, on ne la prenait pas. Parce que la grande question, c'est de savoir qui allait payer l'examen médical et les prélèvements. Ça ne passerait pas en frais de justice, c'était l'hôpital. Donc il y a souvent des victimes à qui on disait « Mais non, madame, on ne vous fera pas l'examen, ce n'est pas pris en charge. Dans le cas de la médecine légale, on ne vous fera pas les prélèvements. Allez d'abord au commissariat. » Et vous avez comme ça un certain nombre de victimes de viols qui ont pu être découragées, revenir chez elles, aller faire leur toilette intime et pas déposer plainte. Donc après ça, aller faire une plainte et une enquête, vous privez quand même de pas mal d'éléments de preuve. Donc on a revisité ça et on est arrivé effectivement à des partenariats qui faisaient que ce type de victime, maintenant, quand elle se présente, elle doit être examinée. L'argent, c'est pas un problème. On doit mettre ses vêtements de côté, on doit faire les prélèvements nécessaires, et puis on appelle la police qui vient la récupérer pour immédiatement engager l'enquête judiciaire. Ça, c'est un exemple, effectivement. Vous voyez, une femme de victime de viol qui se présente dans un commissariat, on ne peut pas lui dire « Non, madame, aujourd'hui c'est trop tard, vous reviendrez demain ». C'est pas possible, ce genre de choses. Oui, après, il y a souvent des problèmes quand elles arrivent au commissariat qui sont dénoncés parce qu'il n'y a pas de compréhension. Les policiers sont rarement formés. Maintenant, j'espère qu'ils le sont davantage. La dimension formation. Au tout début, Dans ces politiques, le diable se dit dans les détails. Et effectivement, pour la victime, le parcours policier, le parcours judiciaire, c'est trop souvent un parcours du combattant. Donc il faut un parcours traumatisant. Et traumatisant, mais aussi un peu un parcours du combattant pour les victimes. Vous parlez aussi, mais le combat n'est pas fini. Non, bien sûr, mais ce qui m'intéressait aussi de revenir, c'est que vous dites dans le livre que ce sont aussi des affaires extrêmement difficiles à juger. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'il y a très peu de condamnations. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de faire ces démarches-là parce qu'elles savent que ça aboutit rarement dans la majorité des cas. Mais il ne faut pas se contenter justement du fait qu'il y ait peu de condamnations. Et c'est justement parce que c'est les affaires souvent les plus difficiles à juger qu'il faut vraiment professionnaliser tous les acteurs. Je pense que tout le monde n'est pas capable de traiter correctement une affaire de viol. Apprendre à écouter les victimes. Et puis, effectivement, après, le reste renvoie un peu au drame de la justice. On a des délais de traitement de ces dossiers qui sont beaucoup trop longs. Je prends un exemple, Adèle Haenel. Oui. Il y a quelques jours, on a annoncé que le parquet de Paris venait de prendre des réquisitions de renvoi pour qu'il y ait un procès et que son agresseur soit renvoyé devant la juridiction pénale. 4 ans. Ouais, c'est long. Bon, c'est beaucoup trop long. Mais ça renvoie, j'allais dire, à tous les problèmes matériels de l'institution judiciaire. Il faut espérer qu'un jour, les choses pourront aller mieux. Mais 4 ans, c'est très long. Plus le temps d'audiencer le dossier, les voies d'appel, on arrive à des procès qui peuvent durer 5, 6, 7, 8 ans. C'est beaucoup trop long. Aujourd'hui, beaucoup de femmes passent et utilisent les réseaux sociaux pour dénoncer ce qu'elles sont en train de vivre parce qu'elles ont trop peur de l'appareil judiciaire. Elles ont tort, il faut passer par la justice, il faut avoir confiance dans la justice. Parce que la seule façon, effectivement, une dénonciation qui ne serait pas suivie d'une plainte et d'une affaire prise en charge par la police et la justice, à quoi elle servira à rien.
servira à rien. La finalité de la dénonciation, ça doit être de faire identifier son agresseur et de faire en sorte qu'effectivement, il soit amené à rendre des comptes par rapport à ce qu'il a fait. Hein. Donc, Oui, mais souvent, ce qui se passe, c'est que ces hommes-là sont traînés devant la justice, mais derrière, il n'y a pas forcément une condamnation. Et pour elles le vivent comme un deuxième traumatisme. Oui, mais ça c'est le jeu, j'allais dire, du procès. Dans tous les domaines, dans tous les crimes, la personne qui est accusée, elle a des droits. Hein. Tout le monde a des droits. Hein. Non, bien sûr, mais c'est beaucoup plus difficile à juger un viol intraconjugal dans le cadre du couple. Mais il y a aussi des condamnations. Bien sûr que c'est compliqué, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas passer par la justice. Je pense que ça sera la pire des solutions. Est-ce que c'est juste parce qu'elle n'est pas encore suffisamment adaptée à la réalité de ce terrain-là, à la réalité de ces violences-là, et que il y a beaucoup de femmes qui attendent qu'il y ait des évolutions institutionnelles Il y a déjà eu des évolutions. Hein. Je pense que la justice, elle a pris conscience de ce qui était en train de se passer. Elle fait de son mieux. Il y a des efforts de formation qui ont été faits. Encore une fois, le combat, il va continuer. Mais la pire des choses serait effectivement de ne pas s'adresser à la justice. Ça rejoint aussi un peu la question. On n'est jamais sûr quand on va faire un procès. On n'est jamais sûr. Et je mesure bien, effectivement, toute la désillusion qu'il peut y avoir pour une victime qui a investi dans un procès et qui, au bout du compte, se trouve face à l'impunité, s'il n'y a pas de condamnation. C'est aussi ça qu'elle dénonce. C'est un risque inhérent à tout procès. Ça, il faut bien l'intégrer. Mais après, il faut aussi bien comprendre quelque chose. Le fait qu'il y ait eu, alors vous allez me dire je joue sur les mots, mais les mots ont aussi leur importance. Le fait qu'il y ait eu une décision de classement sans suite ou une décision de non-lieu, ça ne veut pas dire pour autant que la victime n'a pas subi ce qu'elle dit avoir subi. Ça veut dire en réalité aussi que la victime, elle a peut-être subi ce qu'elle dit avoir subi. Ça veut surtout dire qu'on n'a pas forcément pu rassembler suffisamment de preuves pour poursuivre l'auteur devant la juridiction. C'est quelque chose de tout à fait différent. Et c'est ça le procès. Oui, mais justement, puisque vu qu'il y a tellement d'affaires qui ne vont pas au bout, c'est aussi pour ça que les femmes ne font pas ce parcours-là. Mais c'est inhérent à la justice, ça, et personne ne pourra jamais, sur aucun crime, pouvoir apporter et faire la promesse d'un 100% par rapport aux poursuites engagées. Non, mais est-ce que ça pourrait être mieux jugé ? Est-ce que ça pourrait être mieux jugé? On peut toujours espérer que ce soit mieux jugé. Vous savez, un procureur qui poursuit et qui, au bout du compte, qui poursuit un viol et qui, au bout du compte, se retrouve avec une relaxe ou acquittement, il ne le vit pas bien non plus. Hein. Il a fait son travail, mais on n'aura jamais du 100%. Mais par contre, il est vrai que on a la responsabilité de s'améliorer en permanence pour toujours répondre le mieux possible, effectivement, aux attentes de ces victimes et aux dénonciations et plaintes qu'elles nous transmettent. La première affaire majeure sur laquelle vous travaillez, qui a eu un retentissement médiatique majeur dans la société française, c'est l'affaire Ziad Ebouna. Vous en parlez aussi dans le livre. Oui. Vous dites d'ailleurs que c'est l'affaire la plus douloureuse de vos 4 ans quand vous étiez à Bobigny. Oui. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est dramatique de voir arriver... Qu'est-ce que c'est l'affaire Ziad Ebouna? C'est 2 jeunes qui vont mourir électrocutés dans un transformateur électrique, un 3e très gravement blessé, qui a survécu. À la suite, effectivement, d'une intervention de la police sur des jeunes, en réalité, qui n'ont rien fait, qui sont sur un chantier, mais qui ils reviennent d'une partie de foot, si ma mémoire est bonne. La seule vue de la police leur fait prendre la fuite. Voilà. Donc, je trouve que ça signe quand même de façon assez dramatique la problématique des relations entre les jeunes dans les banlieues sensibles, comme en Seine-Saint-Denis, et la police. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Voilà. Donc, avec des événements qui vont s'enchaîner, la mort de jeunes... dans des circonstances épouvantables et qui va générer des troubles très graves à l'ordre public, puisqu'on va avoir une semaine d'émeutes en Seine-Saint-Denis, où on va se débrouiller dans le département, puis la proclamation de l'état d'urgence par le président de la République sur toutes les grandes agglomérations, et puis des émeutes qui vont encore durer pendant 1 ou 2 semaines. C'est aussi à ce moment-là une de vos premières conférences de presse très très médiatiques. Oui. Est-ce que vous vous rappelez comment vous l'avez préparé, comment vous choisissez les mots que vous allez employer, parce que c'est un sujet sensible? Je pense que je n'ai pas été bon pour dire les choses crûment, parce que je pense que je me suis en réalité laissé enfermer dans une querelle sémantique
courette, course-poursuite, recherche, etc., Ouais. dont je n'ai pas su sortir. Et en réalité, je pense que vous vous souvenez qu'il y avait une polémique à la suite Ouais. des déclarations du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre disant qu'il n'y avait pas eu course-poursuite. En C'était Nicolas réalité, Sarkozy, ouais. les policiers étaient à la recherche de ces jeunes qu'ils poursuivaient, mais ils ne les voyaient pas. S'ils les avaient vus, d'ailleurs, il n'y aurait vraisemblablement pas eu ces 2 morts, parce qu'on aurait peut-être pu les sauver, ces 2 malheureux. Et j'ai pas su, moi, me sortir de cette querelle sémantique, et j'ai pas su, je pense, trouver les bons mots aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais toujours pas les mots qu'il aurait fallu employer. Je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions autour de tout ça. Et C'est là où vous avez compris que l'importance des mots, du choix des mots. oui, certainement. Certainement, surtout que je vous dis, je mesure toujours la difficulté du sujet, puisque j'avoue qu'aujourd'hui, toujours encore, je ne sais pas les mots que j'aurais dû employer. Et ça me poursuit depuis 18 ans. Comment vous faites votre travail normalement quand l'affaire que vous traitez devient une affaire politique, comme dans Ziad Bouna? Je parle beaucoup dans le livre de mon mentor Pierre Truche, qui m'a beaucoup inspiré, J'allais en parler après. Ouais. et qui disait qu'il faut traiter ce genre d'affaires comme les affaires ordinaires. Alors en fait, il voulait un peu le dire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il fallait toujours apporter le même soin à n'importe quelle affaire, même si elle était la plus ordinaire. Mais qu'une affaire soit politique ou qu'elle ne le soit pas, vous allez appliquer les mêmes règles et vous devez toujours la traiter avec la même exigence déontologique et l'application des mêmes règles de procédure et l'application des mêmes droits aux personnes. C'est pas toujours possible. Ça, vous Bah, en avez fait ça- un peu l'expérience aussi au cours de votre carrière au début. Si, ça doit l'être. Pourquoi ça ne le serait pas Non, je suis d'accord. Je dis C'est- dans la réalité, est-ce que c'est toujours plus- comme ça? Non, alors c'est beaucoup plus simple aujourd'hui. Moi, dans ma carrière, j'ai connu un avant et un après par rapport à la loi de juillet 2013 qui supprime les instructions dans les affaires individuelles par le politique. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, depuis le 25 juillet 2013, on vit dans un monde dans lequel il ne doit pas y avoir d'interférence politique dans les dossiers, puisque la loi l'interdit. Donc c'est effectivement beaucoup plus facile pour les magistrats. Un autre moment important de votre carrière où la politique et la justice se sont rencontrées, c'est l'affaire Cahuzac. Oui. À l'époque, il était ministre du budget. Jérôme Cahuzac est accusé par Mediapart d'avoir possédé des fonds non déclarés sur un compte en Suisse qui s'avéra être vrai et qui provoquerait une crise politique majeure dans le quinquennat de François Hollande. Est-ce que les médias d'investigation, vous en parlez un peu, sont un complément au pouvoir judiciaire ? Aujourd'hui, il y a eu au cours de ces dernières années, depuis 20-30 ans, un développement du journalisme d'investigation extrêmement important qui fait qu'aujourd'hui, certains médias bien organisés, avec des journalistes bien organisés, je ne vais pas citer de nom, mais tout le monde pense... Mediapart, Le Monde, notamment. Mediapart, Le Monde, Le Point, Le Canard enchaîné, des fois, peuvent mettre le doigt sur certains dossiers et arriver à livrer au public, à dénoncer certains éléments tangibles démontrant effectivement l'existence d'infractions. Alors, Et à être plus efficace que les organes de contrôle. ce Vous le dites dans le livre. qu'il faut comprendre, c'est que la délinquance économique et financière, par nature, elle est occulte. Donc, elle n'apparaît pas. Et si vous n'allez pas la détecter, si vous n'allez pas la chercher, elle ne va pas se révéler toute seule. On vit dans un système démocratique dans lequel il y a des pouvoirs, il y a des contre-pouvoirs et il y a des organismes de contrôle qui sont là, des autorités indépendantes, des organismes de contrôle divers. Mais l'expérience montre qu'en réalité, je ne veux pas dire qu'ils ne fonctionnent pas, mais souvent ils fonctionnent plus ou moins bien et ils peuvent aussi fonctionner avec un certain retard, ce qui fait qu'ils peuvent passer à côté de certaines choses. Le journalisme d'investigation, je trouve, peut aujourd'hui constituer un apport pour l'autorité judiciaire. Ce sont aussi vos enquêtes qui valident les enquêtes journalistiques. Voilà, exactement. À partir du moment où on sait que c'est crédible, on va pouvoir partir sur des investigations beaucoup plus lourdes. Et je trouve que le procureur, il est dans son rôle et dans son office quand il fait ce genre de choses. Je pense que comme beaucoup de Français, je vous ai découvert avec les attentats de Mohamed Merah en 2012. C'est votre première affaire de terrorisme. Mohamed Merah a tué plusieurs militaires à Toulouse et s'est filmé devant une école juive avec une GoPro quand il a assassiné froidement 4 enfants en train de crier. Vous en parlez, ça, dans le livre. Je trouve que c'est un des moments les plus forts parce que vous faites partie des rares personnes dans le pays à avoir vu ces images. Vous racontez que de toute votre vie, vous n'avez jamais vu un tel déchaînement de violence. Oui, c'est quelque chose de très à part de voir abattre des enfants. Voilà. Donc, je dis toujours, je ne veux pas faire de hiérarchie dans l'horreur, mais c'est quand même quelque chose de tout à fait
tout à fait particulier et à part. Qu'est-ce que ça a changé pour vous après avoir vu ces images ? Est-ce que vous avez compris quelque chose en voyant ces images, à la fois du terroriste, Mohamed Merah, et déjà, de peut-être quand on voit les images, honnêtement, je suis avec 2 collègues, plus 1 ou 2 policiers, et puis on aura entendu voler une mouche. Il n'y a pas eu un bruit ni un commentaire pendant toutes les minutes de la scène. Donc le silence était très évocateur de l'extrême gravité de ce qu'on voyait. Ça vous ouvre les yeux, en réalité, sur tout ce dont on est capable de faire, en réalité, au nom du terrorisme et de la manipulation des religions, des choses qui sont complètement inadmissibles et injustifiables. Et ça ouvre effectivement les yeux sur l'apparition d'un nouveau mode de terrorisme individuel, qui se caractérise par un passage à l'acte individuel. Je rappelle que Merah, il était allé au Waziristan, il avait été formé militairement dans une organisation et il avait obtenu l'autorisation. Il avait un mandat général d'agir, mais il avait le choix des cibles, ce qui était assez nouveau, dans le paysage djihadiste. Voilà, donc c'est sûr que ça nous a ouvert les yeux par rapport à ça, notamment sur la détection, sur la difficulté de détecter ce genre de comportement, surtout quand ils essaient de dissimuler leur radicalisation et de se fondre dans la masse. Est-ce que vous prenez la mesure de ce qui va se passer en France à ce moment-là ? On l'a pris progressivement, mais bon, au moment de Merah, on commence à mesurer les dangers qui nous guettent. Je pense pas encore à vendredi 13, j'aurais jamais imaginé ça, si c'est votre question, certainement pas. Mais par contre, on prend la mesure, je pense, à l'époque de l'aggravation de ce phénomène djihadiste, avec ces départs massifs de Français et d'Européens en Syrie et en Irak. Et effectivement, cette difficulté tenant dans ce type de combattants, je crois qu'Al-Qaïda appelait ça en anglais « armies of one ». Oui. L'armée, c'est un homme ou une femme qui va passer à l'acte. Et on commence à mesurer progressivement. Mais c'est vrai qu'on a ouvert les yeux progressivement. J'allais parler des attentats en 2015, évidemment, mais moi, en tant que journaliste, par exemple, il y a eu Merah, mais entre-temps, même si ça ne se passait pas en France, il y avait les décapitations d'otages en Syrie. On voyait ce qui se passait en Syrie et en Irak sur les populations civiles. Et on savait qu'il y avait des Français qui étaient là-bas. Vous ne pensez pas que vous avez pris la mesure avant, par exemple, les attentats de Charlie Hebdo, de ce qui risquait de se passer sur notre sol ? On sait qu'on va avoir des choses, mais on ne sait pas quand, comment et où. Alors Charlie Hebdo, c'est un exemple d'un petit peu particulier parce que, j'essaie de l'expliquer dans le livre, Charlie Hebdo, ce n'est pas complètement une surprise parce que Charlie Hebdo est une cible majeure du djihadisme, depuis l'affaire des caricatures de Mahomet, ce qui s'est passé au Danemark. Il y a eu un meurtre aux Pays-Bas. Il y a eu un attentat contre les locaux de Charlie Hebdo quand c'était vers le boulevard McDonald, avec des cocktails Molotov. Donc, ce n'est pas une surprise absolue. Et les gens de Charlie Hebdo ont une protection qui est... par le service des personnalités, de protection des personnalités. Donc leurs locaux étaient protégés. C'est un petit peu à part, Charlie Hebdo, on dira. Encore une fois, vous faites partie des rares personnes dans ce pays à être rentrées sur la scène du crime. Et il y a ce moment très fort dans le livre où vous avez un moment de recueillement. Vous avez prié sur place. Pourquoi c'était important pour vous de vous recueillir ? Si vous voulez, c'est quelque chose un peu... en fait, je dirais que c'est du domaine de l'irrésistible. Mais ça renvoie en réalité à la gestion des émotions. Quand vous êtes magistrat, vous avez nécessairement des émotions face à certaines scènes que vous êtes obligé de voir dans le cadre de votre travail. Et ces émotions, il va falloir les gérer parce que vous êtes obligé de venir nécessairement et rapidement à votre exercice professionnel. Donc, qui va être précis, rigoureux, il faut prendre les bonnes décisions, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas avoir, le raisonnement pollué par les affects et les émotions. Donc quand on est magistrat, chacun a sa technique, ça vient plus ou moins vite, ça s'acquiert plus ou moins rapidement. Ça angoisse en général beaucoup les jeunes magistrats qui posent toujours des tas de questions là-dessus à l'école de la magistrature. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait dans ce cas de figure. Je crois que ça remonte à assez longtemps. Je m'accorde 2 ou 3 minutes de recueillement, voilà, dans mon fort intérieur. Et puis après, je repasse à mon exercice professionnel. Donc là, je dirais, c'est quelque chose qui... je suis face à une horreur indicible, une salle qui est souillée de sang et de matière partout, dessus, par terre... au plafond, passons.
Et je dirais que c'est à la fois un moment de recueillement, un moment de communion, et puis aussi un refuge. Voilà, que je m'accorde 2 minutes. Ça vous apaise sur le moment? Oui, certainement. C'est aussi, est-ce que c'est la première fois que vous assistez à une scène d'un massacre d'une telle ampleur? Comme ça, oui. Oui. Est-ce que vous avez un état de sidération aussi? Oui, devant on est cette bien sûr violence? qu'on est sidéré. Hein. Ça, c'est pas pareil que de les voir en image sur la GoPro de Mohamed Merah. Du tout. Non. Moi, j'étais procureur pendant, à l'époque, c'est 2015, hein, donc je suis procureur depuis 36 ans. J'en ai vu des dizaines de scènes de crime, hein, mais pour autant, je ne suis pas habitué à ça. Je n'ai jamais vu de scène comme ça. C'est la première fois que je vois ce genre de choses. Hein. Donc c'est vrai que je suis, comme mes collègues, en état de sidération. Vous êtes aussi rentré dans le Bataclan, Ouais, vous avez assisté au massacre, vous avez vu tous les corps, etc. Avec toutes les images traumatisantes que vous avez vues pendant les attentats, est-ce que vous étiez accompagné psychologiquement? On l'a été après. Pas pendant? Non, pas pendant. Et est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a aidé d'être accompagné? Oui. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens, notamment des policiers et des militaires, qui disaient que souvent, en face, les gens, vu qu'ils n'avaient pas vécu ces scènes-là... Il y a des policiers qui ont déprimé aussi. Hein, oui, bien sûr. Donc il y a aussi des magistrats qui ont eu des séquelles psychologiques. Hein. On réagit différemment en fonction de sa personnalité, de ce qu'on est. On n'est pas tous égaux, effectivement, devant ces troubles. Hein. Donc moi, j'avais noté, effectivement, avec mes collègues que dans l'équipe, on était en tout 35 magistrats à intervenir sur ces attentats. Il y en avait 3 ou 4, on voyait qu'ils n'allaient pas bien. Moi, à l'opposé, je culpabilisais presque parce que je me disais, il y a des moments, je me suis même dit, mais en fait, c'est pas normal. Finalement, tu pourrais ne pas supporter, tu supportes, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal, c'est trop... Bon. Donc du coup, on a demandé à la ministre un psychologue qu'on a eu tout de suite, qui a dû venir quasiment 2 jours après les attentats, et on est allé le voir. Et en fait, moi j'ai voulu donner l'exemple, j'y suis allé le premier, pas parce que j'allais mal, au contraire parce que je me posais des questions, mais surtout parce que je voulais donner l'exemple, parce qu'on sait que c'est souvent un aveu de faiblesse que d'accepter d'aller voir un psychologue. En tout cas, c'est présenté comme ça. Voilà. Donc je me suis dit, je suis le chef, je vais y aller le premier, j'ai donné l'exemple. Et il y a quand même eu un suivi psychologique pour certains collègues. Donc le besoin existait. Voilà. Quand on lit vos mémoires, on comprend que toute votre carrière, vous avez voulu séparer le politique et la justice. Mais de 2009 à 2011, vous avez été j'ai été rattrapé. Vous avez été directeur de cabinet pendant un gouvernement de droite, celui de Nicolas Sarkozy. Pourquoi vous avez fait ce choix de je vais vous expliquer. De vous engager? J'ai beaucoup hésité. J'étais à 50-50. Moi, j'étais dans aucun réseau. J'avais pas d'engagement politique, j'avais pas d'engagement syndical, mais j'étais en Seine-Saint-Denis. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les ministres du gouvernement vont toujours beaucoup en Seine-Saint-Denis. Je pense que c'est sûrement après Paris, l'un des départements les plus visités. Et il y avait une dame qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, qui s'appelait Michèle Alliot-Marie, qui venait régulièrement en Seine-Saint-Denis. Moi, en Seine-Saint-Denis, je travaillais très bien avec la police. Je m'entendais très bien avec la police et la gendarmerie. On travaillait vraiment en confiance. Hein. Et en réalité, je pense que Mme Alliot-Marie a apprécié la façon que j'avais de travailler avec les services de police. Et c'est pour ça c'est ce qu'elle m'a dit. Hein. Bonjour, elle m'a appelé. Elle m'a expliqué qu'elle avait apprécié ma façon de travailler sur le terrain dans le rapport police-justice en Seine-Saint-Denis et que pour ça, elle aimerait que je sois son directeur de cabinet. Donc j'ai beaucoup hésité. J'étais vraiment à 50-50. Qu'est-ce qui vous a fait pencher? C'est mon épouse qui m'a fait pencher, en fait, qui a fait pencher la balance. Elle m'a dit, présentée comme elle l'a fait, tu ne peux pas refuser une responsabilité comme ça. Donc j'ai écouté mon épouse, j'y suis allé. Et j'ai vécu 2 ans, je le dis dans le livre, assez compliqués. Parce que le politique, c'est dur. C'est un milieu qui est difficile, surtout quand on ne le connaît pas, ce qui était mon cas. Je n'avais jamais travaillé en cabinet de ma vie. La politique, c'est quelque chose de compliqué dans lequel on peut être amené dans ses fonctions parfois à porter des choses auxquelles on n'adhère pas tout à fait. Donc on fait valoir des points de vue de magistrat, mais ce n'est pas vous qui décidez au bout du compte. Il y a des arbitrages interministériels. Et on sait aussi que la politique, c'est fait de compromis permanents. Hein. Donc
Est-ce que vous avez pensé que vous pourriez avoir plus d'impact dans votre profession en étant directeur de cabinet ou en Non. exerçant votre J'ai métier de pensé magistrat? que je pourrais, à l'époque, j'avais pensé en y allant que je pourrais, compte tenu de mon expérience et de ma qualité de magistrat, faire valoir certains points de vue et avoir un effet levier pour faire progresser certains thèmes. Ça, clairement. Or, est-ce que j'y suis arrivé ou pas? C'est pas à moi d'en juger. Je pense que quand même, j'ai pu faire avancer certains thèmes grâce aux idées que j'avais. Mais j'ai eu assez vite envie de revenir sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'au bout de 2 ans et demi, je suis parti. Moi, c'est un des passages qui m'a le plus surpris dans votre carrière, particulièrement parce que tout du long, on parle d'exemplarité, de probité, etc. En plus, sous ce gouvernement, il y a une grande partie des ministres qui ont ensuite été mis en examen, de certains condamnés comme Fillon, Guéant, même Michel Mercier qui était votre ministre de tutelle. Est-ce que ça, avec le recul, vous le regrettez d'avoir participé à ce gouvernement quand on connaît votre idéal de justice et d'exemplarité? Non, honnêtement, encore une fois, je suis très partagé sur l'expérience. Si c'était à refaire, je pense que je serais aussi partagé qu'en 2009. Et je ne suis pas sûr que j'y retournerai. Mais je ne suis pas sûr non plus que je refuserai. Je ne sais pas. Il y a eu un côté positif, un côté négatif. Mais je ne vois pas ça du tout comme... pour moi, ce n'est pas une tâche. C'est pour ça que j'ai appelé le chapitre « Un pas de côté ». Est-ce que vous n'êtes pas dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi avec l'exercice du pouvoir en tant que tel, qui fait que derrière, il y a beaucoup d'hommes politiques haut placés qui se retrouvent à faire face à la justice? Que ce soit dans le gouvernement de Sarkozy, dans le gouvernement actuel. En tout cas, je vais vous dire, c'est pas parce que je suis passé au cabinet que j'ai été plus tendre avec les justiciables issus du milieu politique que j'avais à traiter. J'ai toujours essayé de faire mon travail normalement et convenablement. Non, ça j'en doute pas, mais ma question portait plus sur le pouvoir. La difficulté avec le pouvoir politique, c'est qu'on a peut-être encore trop de gens qui estiment qu'ils sont au-dessus des lois. Les politiques sont des justiciables comme les autres, et j'allais dire que même plus que les autres, ils devraient avoir une exemplarité. Enfin, moi, je suis peut-être naïf, on peut penser ce qu'on veut. Moi, j'ai toujours estimé qu'à partir du moment où on était élu par ses concitoyens, il faut essayer d'être exemplaire. Voilà, c'est tout. Mais peut-être je suis trop naïf, peut-être je suis trop idéaliste, mais c'est quelque chose auquel j'ai toujours cru et auquel je considérerai, auquel je croirai toujours. Je pense que pour représenter les autres, il faut tâcher d'être exemplaire. C'est ce que demandent les Français. Et je pense que c'est ce que demandent les Français. Je pense que majoritairement, nos concitoyens estiment que personne n'est au-dessus des lois et que le politique qui a fauté, c'est un justiciable comme les autres, qui doit être traité suivant les mêmes règles de procédure, avec la présomption d'innocence comme les autres, mais qui doit être traité. Il n'y a pas de raison qu'il passe à travers les mailles du filet. Merci François Molins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un nouveau format d'interview qu'on teste, donc n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube de Brut. Il y a beaucoup de choses qui arrivent très prochainement, notamment des reportages sur le terrain. J'ai hâte de vous en dire plus. À très vite.